Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes le jeudi 27 octobre 2022. Il est désormais temps pour nous de recevoir sur le plateau Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Louis-Antoine, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Marc. Marc, je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui sont à mon avis très peu, vous êtes économiste et président fondateur du cabinet AC Défi, également auteur puisque vous avez publié la suite de Recette 1, qui est Recette 2, livre qui est en tête des ventes chez Amazon dans la catégorie ouvrage économique. Bravo. Merci. Ça fait toujours plaisir, bien entendu. Et merci à toutes et tous pour votre fidélité, parce que c'est vrai que il y a certains médias qui veulent pas trop en parler, je sais pas pourquoi, mais heureusement, malgré tout, ils marchent très bien. Nous, on aime donc c'est l'essentiel. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que il y a ce déni de réalité qui est permanent. Et d'ailleurs, j'ai dédié ce livre à toutes celles et tous ceux qui recherchent la vérité. Moi, c'est ça qui me rend fou aujourd'hui. On est dans le déni de réalité permanent, et quand on dit la vérité, des fois, ça dérange. C'est assez incroyable. Heureusement que vous êtes là et que d'autres médias sont là. Heureusement que vous êtes là pour nous nourrir, Marc, voilà, de toute façon. Marc, aujourd'hui, avec vous, on va parler de l'euro, la hausse de l'euro face au dollar. Depuis un mois, il a pris plus de 5%, en une semaine près de 3%. Quelles en sont les explications et quelles pourraient être les conséquences? Alors déjà, n'oublions pas qu'il avait beaucoup baissé, c'est-à-dire que depuis un an, donc là on a un juste, on va dire, retour des choses. Pourquoi? En fait, il a beaucoup baissé parce que justement on avait cet écart de taux d'intérêt entre les États-Unis et la Banque centrale européenne, donc les Américains qui montaient leurs taux, et nous, la BCE ne faisait rien pendant plusieurs mois. Donc là, ça y est, elle va réagir aujourd'hui encore, elle va monter fortement, on va en parler tout à l'heure. Donc on a cette réduction effectivement à venir des différentiels de taux d'intérêt, donc on se dit ça y est, donc finalement l'euro risque d'être un petit peu moins défavorisé par rapport au dollar, donc on a une sorte de rebond. Mais attention, ça reste un rebond très technique, qui est toujours dangereux. Alors il y avait également la grande interrogation italienne, c'est qu'il y a des élections en Italie, donc Mme Meloni qui l'a emporté, et donc c'est vrai que pour l'instant c'est la surprise, parce qu'elle a dit qu'elle allait tout casser, et finalement pour l'instant elle casse rien. Elle est très européenne, du moins tout va bien dans le meilleur des mondes, on va respecter les règles. Donc c'est vrai que c'est un petit peu comme Tsipras en Grèce à l'époque, il a dit je vais tout casser, puis une fois qu'il est arrivé au pouvoir, finalement il est rentré dans le rang. Donc est-ce que ça va continuer? Donc c'est vrai que ça rassure. Les investisseurs disent bon, finalement, l'Italie va rentrer dans le rang, globalement on va respecter les règles, mais bon, il ne faut pas non plus exagérer, à mon avis. L'euro est toujours évidemment en danger, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Tout ça pour dire que c'est ce qui explique l'augmentation, on va dire technique, je dirais, de l'euro par rapport au dollar. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça permet justement de limiter l'inflation importée, parce que quand l'euro baissait, ça augmentait l'inflation importée. On pense aux produits de l'énergie, aux produits énergétiques. Tous les pays libellés tous les produits libellés en dollars. 70% des produits de consommation en France, je crois. Alors, disons que le problème, c'est surtout l'alimentaire, qui est énormément impacté, et l'énergie, bien sûr, à cause effectivement de cette augmentation des coûts. Alors c'est en train de baisser maintenant, et avec l'euro qui baissait, ça alourdissait la facture. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça va limiter l'inflation à venir. Ok, l'inflation dont on va parler également juste après. Est-ce que cette hausse de l'euro face au dollar, donc c'est une nouvelle, cette hausse qui n'est que technique, pourrait avoir une incidence sur la décision de la BCE qui sera donnée, communiquée aujourd'hui à 14h15, ou est-ce que c'est déjà trop tard et qu'il faut s'attendre peut-être à une hausse moins agressive pour la prochaine décision? Non, parce que justement, ça va être très agressif. Là aujourd'hui on attend une augmentation du taux d'intérêt de 75 points de base à 2%, c'est quand même toujours très bas. Je rappelle qu'on a 10% d'inflation dans la zone euro. L'objectif de la BCE, c'est 2%. Donc on est très très loin de l'objectif. Donc par contre, si aujourd'hui elle n'augmente pas les taux d'intérêt à 2%, alors là l'euro va repartir à la baisse très fortement. Donc, ça va également dépendre du discours, voir quelle est la crédibilité, sachant qu'aux États-Unis, on va encore augmenter le taux d'intérêt, mais on va se calmer. Je pense qu'on a une grave récession qui est en train de s'installer, et on a fait le travail. Dans la zone euro, c'est pas encore terminé. Je pense qu'on peut encore augmenter les taux d'intérêt du taux réfi, donc de la BCE, notamment pour éviter une nouvelle rechute de l'euro, parce que c'est un peu ça. Si on a un différentiel de taux d'intérêt qui se creuse de nouveau à l'avantage du dollar, l'euro repartira à la baisse. Donc aujourd'hui, c'est vrai que remonter les taux d'intérêt pour la BCE alors qu'on est en récession, ça n'a pas de sens d'un point de vue économique, sauf que c'est notamment vis-à-vis de l'euro, si jamais on ne remonte pas les taux d'intérêt, et là l'euro va repartir à la baisse, qui va réaugmenter l'inflation importée, et donc on n'aura rien gagné, et finalement la BCE n'aura pas tenu ses objectifs. Vous dites que les mauvaises statistiques américaines qui sont publiées en ce moment, c'est le résultat de la politique du resserrement monétaire induit par la Fed. Il y a plusieurs raisons, mais ça c'est l'essentiel. Bien entendu, c'est-à-dire que n'oublions pas qu'aux États-Unis, c'est une économie qui est très réactive. Donc c'est vrai que la Réserve fédérale américaine qui avait fait une erreur, comme la BCE, donc en 2021, en disant non, on continue la planche à billets, on continue les taux d'intérêt à zéro, l'inflation transitoire. Elle a fait une grave erreur. Nous on l'avait dit ici même d'ailleurs, plusieurs reprises, que l'inflation allait augmenter dès 2021. Après il y a eu la guerre en Ukraine bien sûr, mais ça avait commencé dès 2021. Mais dès la fin 2021, la Réserve fédérale a dit on s'est trompé, mais à culpa, maintenant on va faire le travail entre guillemets. Donc ils ont arrêté la planche à billets, ils ont remonté le taux d'intérêt donc à partir du printemps assez rapidement finalement et assez fortement. Et donc ça agit.
ça agit sur l'activité américaine. Et donc, comme on a maintenant cette récession qui est là, et également l'inflation qui repart à la baisse. Ça, c'est important parce que chez nous, l'inflation continue d'augmenter, alors qu'aux États-Unis, l'inflation commence à baisser. Elle est toujours élevée, mais elle est plus qu'autour des 8%, alors que nous, on est à 10%. Donc, c'est vrai qu'on en zone euro. Hein. En zone euro, quand je dis nous, oui, c'est la zone euro, bien sûr. La France, on est à 6%, mais c'est artificiel, comme vous le savez. On a le bouclier tarifaire qui coûte 60 milliards d'euros. Donc, pour gagner quelques dixièmes de points d'inflation et gagner quelques mois, parce que l'inflation à 10%, on l'aura aussi en France. Hein. Oui, on l'aura d'ici la fin 2022, début 2023. Même avec le bouclier énergétique? Bah oui, parce qu'en fait, encore une fois, le problème c'est que maintenant que les prix repartent à la baisse, on n'aura pas l'impact positif justement de la baisse des prix. Puisque nous, entre guillemets, les prix sont artificiels. Donc on aura comme cette inflation qui va augmenter. Et surtout, la nouveauté c'est que l'inflation, c'est généralisé. C'est plus que l'énergie et l'alimentaire. Maintenant, malheureusement, dans tous les secteurs d'activité, on prend la zone euro, on est à 5% d'inflation, hors énergie et produits alimentaires. Donc ça veut bien dire que ça s'installe, et donc ça se répand, et comme les salaires commencent également à augmenter, alors parfois c'est justifié, bien entendu, mais si on augmente les salaires de façon unilatérale, alors là, il va y avoir la boucle. Exactement, et donc l'inflation va continuer à augmenter, et donc ce qui va générer une forte inflation durablement, malheureusement. Vous avez répondu plus ou moins à la prochaine question que je voulais vous poser, mais je vous la pose quand même. On parle de... Je vais vous poser cette sempiternelle question, Marc, où on en est de ce fameux pic d'inflation aux États-Unis, en Europe et en France? Aux États-Unis, je pense qu'il a été atteint. Vous pensez qu'il est derrière nous? Effectivement. Okay. Par contre, en Europe, c'est pas encore terminé. Alors, c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est qu'on a une forte baisse des prix du gaz, notamment. Hein, donc, on voit que c'était, là aussi, c'est très conjoncturel, entre guillemets. Je peux vous couper 2 secondes? Oui. Est-ce que cette baisse des prix du gaz, ça explique aussi en partie la hausse de l'euro face au dollar? Non, alors, disons qu'il y a un effet, effectivement, quand les prix des matières premières baissent, bon, ça peut favoriser, entre guillemets, l'euro. On se dit, bon, finalement, on va pas avoir autant d'inflation, donc ça limite, je dirais, l'écart de taux d'intérêt entre les États-Unis et la Réserve fédérale. Okay. Bon, c'est sûr, mais néanmoins, ça corrobore un tout contexte d'amélioration, si vous voulez. Mais attention, ça reste quand même très technique, et c'est de la spéculation. Ouais. Donc, il y a beaucoup de contrats, c'est ça le problème. L'indicateur avancé de l'inflation, ça rentre trop dans la technique, c'est ce qu'on appelle les prix à la production. Donc, c'est ce que payent les entreprises. Et donc, aujourd'hui, cette augmentation des prix à la production sur un an est de l'ordre de 35%. C'est gigantesque. Dans la zone euro, c'est énorme, bien entendu. Hein. En Belgique, on est à 50%. En Italie, à 40%. Donc, c'est des chiffres énormes. Donc, ça, c'est déjà dans les tuyaux, va-t-on dire, mais c'est pas encore arrivé sur les prix à la consommation. Donc, le pic d'inflation en Europe. Voilà. C'est la différence entre les États-Unis et chez nous. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les prix à la production sont repartis à la baisse. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne baissent pas, mais il y a le glissement annuel qui baisse. Donc, on a un ralentissement. Donc, ça veut dire que l'inflation de demain va continuer de baisser. Alors que chez nous, ça continue d'augmenter. Donc, comme il y a un écart de 3 à 6 mois entre les deux, ça veut dire qu'on a encore 3 à 6 mois d'augmentation de l'inflation. Et après, ça repartira à la baisse d'un point de vue technique. Mais juste pour terminer sur l'inflation, il y a 2 inflations. Il y a l'inflation, effectivement, conjoncturelle. Donc là, on vient d'en parler. L'inflation structurelle, notamment liée, par exemple, au coût de la transition énergétique. Ça a des coûts, tout ça. Quand on rééquipe les logements, quand on change de voiture, etc. Et autres. Et donc ça va durer. On a une inflation structurelle qui est en train de s'installer. Quand on veut acheter moins de produits étrangers, moins chers, là aussi, c'est bien, mais ça fait de l'inflation. Donc, il faut bien comprendre que l'inflation à 0%, c'est pas pour demain. C'est-à-dire qu'on va rester sur une inflation qui, certes, va baisser, mais qui va quand même rester élevée. Ça veut dire autour des 4 à 5% durablement. Les banques centrales doivent changer leur cible d'inflation, du coup? Les 2% sont obsolètes ou non, c'est pas quand la température change qu'on change le thermomètre, vous voyez ce que je veux dire? Non, aujourd'hui, on a un vrai problème de crédibilité, justement, des banques centrales. C'est-à-dire que cet objectif de 2% d'inflation, il ne peut pas être tenu. Ou alors, donc elles doivent réajuster en fait. Ou elles se sont plantées dans leur calcul il y a. Je pense qu'elles doivent. L'inflation, moi j'ai toujours milité pour une inflation à 3%. Pourquoi 2? 3 c'est quand même, ça crée une dynamique. Le problème c'est qu'on est au-dessus des 3. Donc on peut évidemment ajuster l'objectif d'inflation, mais si on ajuste l'objectif d'inflation à chaque fois que l'inflation augmente, c'est comme les objectifs de dette publique ou de déficit, ça n'a pas de sens. En fait, à chaque fois on change comme ça nous arrange, voilà. Donc il faut, tout le problème des banques centrales, la politique monétaire, c'est la crédibilité. Si vous changez la règle en permanence, vous n'êtes pas crédible. Voyez. Et après vous finissez par le payer au prix fort. Ok, très clair. Vous avez dit, quand on parlait de l'euro face au dollar, que l'euro pouvait être en danger, et notamment de part à cause des relations qui sont froides entre la France et l'Allemagne. Pourquoi est-ce que ces tensions sont gelées actuellement? Et on en reviendra, mais je vous ai entendu dire que potentiellement la probabilité que l'Allemagne sorte de la zone euro, maintenant aujourd'hui existe. Oui, voilà, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on a souvent parlé du Grexit, de l'Italxit, du Frexit. En fait, le danger, c'est le Jerxit. C'est-à-dire que l'Allemagne, effectivement, quitte la zone euro. Bon, on n'en est pas là, bien entendu. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut quand même, moi je vais souvent à Francfort, puis il faut lire un peu la presse allemande. Moi, je ne parle pas allemand, mais je l'apprends en anglais, c'est plus pratique. Et on voit
ce discours extrêmement virulent à notre égard, notamment nous les Français. Et c'est vrai que quand on a eu l'annulation du sommet franco-allemand la semaine dernière, ce qui est une première historique, vous voyez, donc on se dit, il y a quelque chose qui se passe. Sans raison valable en plus. Sans raison valable, on a trouvé, problème d'agenda, etc. Bon bref. Mais le problème c'est quoi? C'est que l'Allemagne va très mal. C'est-à-dire qu'économiquement parlant, l'Allemagne va très mal. Donc ça, c'est un problème, parce qu'on se dit, vous voyez, regardez, l'Allemagne va plus mal que nous, on se félicite, entre guillemets. Attention, l'Allemagne, c'est la locomotive de la zone euro. Si la locomotive s'arrête, évidemment, le train s'arrête. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, des erreurs allemandes, l'arrêt du nucléaire, c'est une erreur allemande. Également, le fait qu'aujourd'hui, c'est qu'on avait le poids de l'industrie qui est très élevé, c'est très bien. Sauf que malheureusement, les marchés allemands, que ce soit la Chine ou la Russie, ou les pays émergents au sens large, finalement, l'Allemagne n'a plus trop la cote. Donc, et puis surtout, elle ne peut pas produire, parce qu'elle a un coût d'énergie qui est trop élevé. Exactement. Donc on a ce problème, malheureusement, où l'Allemagne a une récession extrêmement grave aujourd'hui, encore plus grave que pendant le coronavirus, parce que quand on voit les indicateurs avancés, on est même plus bas que pendant le coronavirus, à l'époque on a fermé l'économie. Donc là on n'a pas fermé l'économie, mais quand même, on a une récession qui est extrêmement grave. Et donc, quel est le discours des Allemands? Il est très bien, il dit, écoutez, nous, on a fait des efforts, entre guillemets, maintenant il faut qu'on pense également à nous, et donc c'est ça qui passe plus. Quand nous on dit, nous les Français, ou pas que nous, mais certains pays européens, nous on continue d'augmenter la dette publique, et puis on s'en fiche du reste du monde. En fait, en réalité. Ça marche. Est-ce qu'on peut dire globalement et schématiquement que l'Allemagne représente les pays du Nord, la France les pays du Sud, et que sont les bases, les paradigmes financiers sont différents? Oui, alors le vrai enjeu, c'est qu'on a quand même aujourd'hui deux chiffres très simples. La dette publique allemande est de 67% du PIB. Nous on est à 115%, bientôt à 120%. Quasiment du x2. Donc 50 points d'écart, 50 points d'écart de PIB. On n'a jamais vu ça. Donc là, les Allemands, mais il n'y a pas que les Allemands. Il y a les Hollandais, il y a... c'est les pays du Nord, en gros, globalement. Les pays du Nord, mais pas seulement, les Autrichiens. Il y a aussi, mais même les Belges, parce que les Belges, effectivement, eux, ils ont fait des efforts. Même les Italiens, ils ont fait des efforts. Ils ont réduit la dépense publique. D'ailleurs, c'est pourquoi ça va mal en Italie aujourd'hui. Alors que nous, on n'a jamais fait. On voit le budget aujourd'hui en France, on dit, on va encore augmenter le déficit public, protéger les entreprises, c'est le stabiliser autour des 5%. Le problème, c'est qu'on compare le PIB par rapport, le déficit par rapport au PIB. Si on le compare aux recettes fiscales, aux recettes de l'État, on est à plus de 13% de déficit public. Ouais, donc c'est ça, là. Quand on regarde le vrai du déficit, c'est ça, c'est pour une entreprise, par exemple, c'est les pertes par rapport au chiffre d'affaires, entre guillemets. Donc là, 13%. C'est actif-passif, c'est énorme. Alors oui, là, effectivement, si on regarde tout l'actif de la puissance publique française, on a un actif net négatif. C'est-à-dire que même si on vend la Joconde et tout ça, enfin tout, on ne rembourse pas la dette. Mais bon, ça d'ailleurs, on est un État, on ne va pas devoir rembourser toute la dette, mais néanmoins, c'est ça, je pense, le point de désaccord. Le point clé, c'est qu'aujourd'hui, on a laissé aller la dette publique. Alors, à l'arrière que la Grèce le fasse, on dit ils étaient en difficulté, ok, mais la France, on ne peut plus donner des leçons, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça qui colle plus aujourd'hui, et puis surtout, il n'y a plus de leader charismatique. Avant, il y avait Angela Merkel. Non, dans la zone Europe. En Europe. Avant, il y avait Angela Merkel, qui était là et calmait le jeu. Elle adoucissait un peu tout. Là, elle n'est plus là. Et Scholz, aujourd'hui, on voit bien, il a un discours, le gouvernement allemand a un discours assez dur à l'égard des Français. Vous voyez. Donc, c'est ça, moi, qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on sait bien que l'Europe, elle avance avec ce qu'on appelle le couple franco-allemand. Alors bon, c'est un peu une construction d'esprit, de couple franco-allemand, mais néanmoins, c'est vrai que ça a toujours avancé. Je me rappelle que, j'étais très jeune, mais voilà, exactement, Mitterrand-Kohl, en 81, quand il y a eu la relance, en fait, Mitterrand est revenu en arrière, parce qu'il avait fait des erreurs, justement parce qu'on lui a dit, attends, on a connu la guerre, on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir, évidemment, ils n'ont pas connu la guerre, ce qui est normal, mais sinon ils seraient très vieux. Mais, donc ce qui veut dire qu'à partir de là, on a cette situation où, finalement, on se dit, il faut avancer. Donc on ne peut pas continuer aujourd'hui à fermer les yeux sur un dérapage des comptes publics dans certains pays, notamment la France. Donc d'autres pays font des efforts, alors que nous sommes dans la même zone. C'est ça le problème. La même zone monétaire. L'Union européenne, elle a rigueur, mais la même zone monétaire, techniquement, c'est pas possible. Et c'est suffisant pour que l'Allemagne sorte de la zone? Non, encore une fois, on n'est pas encore là. Ce que je veux dire par là, c'est que, entre guillemets, je suis un lanceur d'alerte. C'est-à-dire, quand il y a un an, je disais, même plus d'un an, que je dis que l'inflation allait augmenter, on me riait au nez. Non. Quand je disais, ici même, ou à Bercy, une fois, avec mon honneur, il y avait une réunion d'économistes comme ça, et donc il nous annonçait qu'il allait encore augmenter la dette publique. Je dis, il faut arrêter maintenant. J'étais le seul à dire ça. Tous les autres économistes, mais non, c'est très bien, monsieur le ministre, continuez comme ça. La dette, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est pas important. C'est quand même assez incroyable. Les taux d'intérêt n'augmenteront jamais.
Vous voyez, parce que c'est la BCE qui va financer. C'est ça qui est fou. C'est que même les conseillers, justement, qui eux n'ont rien à attendre. Enfin, peut-être des fois ils attendent des choses. C'est ça le problème. Mais globalement, même eux, ils serrent les pompes. Vous voyez, donc c'est là le drame. Toute la difficulté. C'est qu'on est, comme j'évoquais tout à l'heure, dans le déni de réalité. On ne doit plus dire la vérité. Alors, sinon, ça fait mal. Alors après, il y en a évidemment, certains qui disent des fake news. Non, il faut rester sur les faits, la réalité. Voilà, on a une dette publique aujourd'hui qui explose et surtout les taux d'intérêt des dettes publiques qui augmentent. On était en négatif il y a quelques mois, on est à quasiment 3%. On a dépassé même les 3% il y a quelques jours. Donc ça veut dire que ça revêt un coût pour les finances publiques de 110 milliards d'euros d'augmentation de la charge d'intérêt de la dette sur 10 ans. C'est des sommes énormes, vous voyez. Et parallèlement, pour les entreprises, pour les ménages, quand les taux d'intérêt augmentent, évidemment, ça casse l'endettement, ça casse le pouvoir d'achat et surtout, ça empêche d'investir, de consommer. Là, j'entends aujourd'hui, alors j'ai pas, c'est des rumeurs, bien entendu, qu'il y aurait à peu près 6 ou 7 dossiers sur 10 de dossiers immobiliers qui seraient refusés. Ouais, j'ai entendu. C'est énorme. Alors, certains disent non, plutôt 4 sur 5, bon, peu importe. C'est plus qu'avant, en tout cas. Voilà. Le gros problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, cette augmentation des taux d'intérêt, de facto, elle pèse sur, je dirais, la possibilité de s'endetter, notamment pour les ménages. Donc, le secteur de l'immobilier, là aussi, malheureusement ou heureusement, va souffrir. C'est-à-dire qu'il faut un retour. Un juste retour des choses. On était dans des bulles, on a alimenté des bulles, les gouvernements, les banques centrales ont alimenté ces bulles doivent maintenant se dégonfler. Eh bien écoutez, on vous réinvitera pour qu'on vous parle du marché de l'immobilier. Avec plaisir. Marc Toiti, président du cabinet ACDFI et auteur du livre Reset 2, publié chez Bookelis et en tête des ventes dans la catégorie ouvrage économique chez Amazon. Merci beaucoup avec plaisir, ce matin. On marque une pause et juste après, ce sera l'heure de notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.